Bonjour à tous. Ce matin, effectivement, notre invité est le patron des députés Les Républicains. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous êtes, c'est la mode chez les politiques, est-ce que vous aussi vous êtes un gilet jaune ? Non, je suis pas un gilet jaune. Et bon, je partage et je comprends ce mouvement. Nous avons été nombreux, d'ailleurs, pas uniquement dans la classe politique. Les partenaires sociaux l'ont fait aussi, à alerter le gouvernement sur ce matraquage fiscal, sur la chute du pouvoir d'achat et les difficultés de plus en plus fortes rencontrées par une catégorie de Français, et notamment ceux qui vivent plutôt dans les zones rurales. Vous avez vu hier Jean Lassalle, qui était l'invité de Pascal Latour-du-Pin tout à l'heure, mettre un gilet jaune dans l'Assemblée. C'est trop de faire tout ça ? Oui, je pense que ça n'est pas le rôle des députés de faire cela. Et vous étiez, vous, dans la rue samedi, aux côtés des gilets jaunes ou pas ? Non, pas comme Laurent Wauquiez, alors. Non, je soutiens ce mouvement parce que je le comprends. Je le comprends et je le partage. Et encore une fois, nous avons... Mais c'est intéressant parce que vous me dites, moi, je suis pas allé comme Laurent Wauquiez. Non, je ne dis pas. J'aurais pu très bien... vous l'avez pas fait. Rien n'est innocent, vous le savez, Christian Jacob. Non, mais j'aurais très bien pu y aller. Ça me pose aucun problème particulier. Bon, les circonstances n'étaient pas... bref, j'avais d'autres choix. Ceci étant, vraiment ce qui ressort de la situation aujourd'hui, c'est l'attaque en règle sur le pouvoir d'achat. Et là, il faut être capable d'entendre ce qui se passe et d'y mettre un point d'arrêt. Vous savez, le gouvernement et le président de la République paye aujourd'hui la note de l'addition des mépris. L'addition des mépris, mépris du Parlement, mépris des élus locaux, mépris des partenaires sociaux. À force de n'entendre personne, on arrive dans cette situation de blocage. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il ne paye pas aussi votre addition, Christian Jacob ? Je ne sais pas si vous avez vu cette étude de l'OFCE qui est parue notamment ce matin dans Le Parisien, qui montre que les gouvernements successifs de 2006 à aujourd'hui ont contribué à ce qu'un Français moyen ait perdu 440 € de pouvoir d'achat par an par rapport à il y a 10 ans, à cause des politiques menées par Nicolas Sarkozy, par François Hollande et aujourd'hui par Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous solidarisez des gilets jaunes ? On l'a entendu, je comprends, mais est-ce que vous n'êtes pas responsable aussi quand même ? Non, bien entendu, il y a une addition, mais c'est toujours le trop-plein. Aujourd'hui d'ailleurs... C'est la goutte d'eau, mais... Oui, non, mais Emmanuel, je juste rappeler deux choses. Emmanuel Macron, d'abord, ne faisons pas toutes les comparaisons. Nicolas Sarkozy, nous étions face à une crise sans précédent. Celle de 2008. Celle de 2008. Oui, bon. Et tout le monde a reconnu. La taxe carbone, vous l'avez votée en 2009. La taxe carbone, vous l'avez votée ou pas en 2009 ? Je vais juste aller au bout de mon raisonnement. La situation de 2008 et les réactions qui étaient celles du gouvernement à l'époque ont permis de sauver notre système bancaire. Il a fallu injecter de l'argent dans le système. L'épargne des Français. Donc tout n'est pas comparable en toute situation. Le président de la République... La taxe carbone, vous l'avez votée en 2009. Et le président de la République et son gouvernement ont été élus, entre autres, sur la volonté de réduire la dépense publique. Or, la dépense publique continue à augmenter au même rythme que sous François Hollande, même davantage. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en matière de gestion des finances publiques, c'est François Hollande en pire. C'est ça la réalité. Et ce matraquage et cette pression fiscale aujourd'hui pèsent très fortement. Nous avons, dès le printemps, avant l'été, alerté l'opinion publique et tenté d'alerter le gouvernement. Vous savez que nous pouvons présenter on appelle ça une niche parlementaire, des propositions de loi, c'est un temps qui est réservé à l'opposition. Nous avons alerté sur le pouvoir d'achat, avec un certain nombre de propositions qui ont été balayées d'un revers de main. Et ce que je disais tout à l'heure sur ce président de la République qui traite tout le monde par le mépris, il y a un moment, il doit payer la note. Et la note, il la paye aujourd'hui. Ce président, il a un message pour vous, Christian Jacob, en tout cas pour les politiques. Écoutez-le, c'était hier soir. Les responsables politiques ont une responsabilité inédite. Quand on ne regarde que la colère et qu'on ne fait la promotion que de la colère, avec une forme de fascination morbide, en disant on ne rend pas service à cette colère légitime. Est-ce que vous avez une fascination morbide pour la colère des Français? Non, mais attendez, qu'il arrête de s'auto-centrer, de se prendre pour le roi soleil. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Il pense diriger la France avec un commando d'une dizaine de technos. Mais tout cela est assez invraisemblable, qu'il revienne sur les réalités. Et la faute politique majeure qu'il fait aujourd'hui de ne pas aller au Congrès des maires.
après l'avoir annoncé. Alors, là, il a dit qu'il irait l'an prochain. Oui, en pérorant, comme il l'a fait l'année dernière, en disant chaque année je serai là, etc. Et aujourd'hui, je veux dire, quel était le risque pour un président de la République d'aller au Congrès des maires? Je veux dire, ce n'est pas aller au milieu d'une manifestation agricole. Il est c'est un ancien leader agricole qui le dit. Il est déconnecté des Français. Il est complètement coupé des réalités, enfermé, je vous dis, il pense diriger le pays avec un petit commando de techno qui ne comprennent pas la réalité de ce que vivent les gens, qui ne comprennent pas que quand on est en zone rurale, eh bien on roule plutôt avec des véhicules diesel, on n'a pas accès au transport en commun, il faut prendre son véhicule pour aller au travail. Toutes ces réalités lui échappent totalement. Et cela, nous l'avons mis en exergue et vraiment... Je le dis encore une fois, c'est l'addition des mépris, la condescendance, la suffisance dont il fait preuve en permanence. Alors vous seriez au pouvoir, vous les Républicains, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'on n'arrive pas tellement à comprendre finalement c'est quoi votre politique économique. Vous dites on baisse les impôts, on baisserait les taxes, mais est-ce que du coup vous baisseriez la dépense de l'État? Et si oui, lesquels? Combien de fonctionnaires vous supprimez? Qu'est-ce que vous supprimez comme dotation, comme subvention, parce qu'il y a une contrepartie aux impôts? Bien sûr, et nous avons présenté un projet à l'occasion du débat budgétaire que nous avons eu à l'Assemblée. Éric Woerth l'a fait en tant que président de la Commission des finances et on continue effectivement avec des diminutions des recettes. Par exemple, sur le débat des retraites, vous savez, les retraites, c'est une équation à 3 entrées qui est assez simple. Soit vous baissez les pensions des retraités, ce que fait le gouvernement, soit vous augmentez les cotisations de ceux qui travaillent, soit vous allongez la durée de travail. Eh bien, nous sommes favorables. J'ai vu qu'au Sénat, vous aviez supprimer la hausse de la CSG, malheureusement ça sera rétabli à l'Assemblée, mais en contrepartie les sénateurs ont allongé d'1 an l'âge de départ à la retraite. Ben oui, mais moi je partage ce point de vue. Encore une fois, c'est une équation à 3 entrées. Il faut être très clair. Soit on matraque et on augmente les cotisations de ceux qui travaillent, ce qu'ont fait les socialistes. Soit on punit ceux qui ont travaillé en taxant les pensions, ce que fait monsieur Macron. Et nous disons que la troisième voie, c'est celle de l'allongement de la durée de travail, qui doit se faire, bien évidemment, progressivement. Mais l'âge légal de départ à la retraite était à 65 ans il y a 30 ans. Il est aujourd'hui à 62 ans. C'est d'ailleurs, si aujourd'hui il y a un équilibre sur les comptes sociaux, c'est bien parce que c'est nos gouvernements, les gouvernements de droite, qui sont passés de 60 à 62. Et je pense que d'envisager de passer à 63 ans permettrait d'éviter, encore une fois, de punir les retraités, ceux qui ont travaillé, et d'éviter de taxer ceux qui travaillent. Alors ce matin, vous avez un allié, si je puis dire, inattendu, François Bayrou, dans le Figaro, qui demande au gouvernement de réfléchir à cette augmentation de taxes sur le carburant du 1er janvier. En gros, il demande, vous voyez, une nouvelle étape d'augmentation est prévue au mois de janvier. Cela mérite que nous y réfléchissions. Il vous rejoint, puisque vous aussi vous proposez de suspendre cette augmentation. Écoutez, on a parfois des soutiens inattendus et effectivement que François Bayrou vienne en soutien de nos propositions, bien écoutez, pourquoi pas, un éclair de bon sens. Il est quand même membre de la majorité présidentielle. Oui. J'avais eu l'occasion de dire un jour, vous savez, on a eu François Bayrou pendant 30 ans comme allié, on est heureux que ce soit d'autres qui l'aient comme allié aujourd'hui. Mais au-delà de ça, bienvenue. Moi, je pense que dans la situation où nous sommes, il y a des propositions qui ont été mises sur la table par les partenaires sociaux, sur une conférence, etc. Je crois que tout ça va plutôt dans le bon sens. Un Grenelle social, peut-être. Tout ça peut aller dans le bon sens, à condition que d'abord il y ait un signe clair. Et le seul signe clair qui soit compréhensible par tout le monde, c'est de revenir sur l'augmentation de taxes au 1er janvier. Au 1er janvier, on va encore augmenter le gasoil, on va encore augmenter l'essence. Je pense qu'il faut d'abord donner ce signe, de dire, bon, voilà, on revient, on n'augmente pas ni l'essence, ni le gasoil, enfin, on n'augmente pas les taxes au 1er janvier, et puis après, il peut y avoir effectivement une conférence sur le pouvoir d'achat. Mais que tout le monde puisse être entendu. Vous voyez, dans mon rôle de président du premier groupe d'opposition, je pense que c'est le seul président de la République, depuis, remontons jusqu'à François Mitterrand, qui refuse de recevoir les dirigeants de l'opposition. C'est-à-dire, par principe, on est dans l'opposition, donc on a tort sur tout. Vous lui avez demandé d'être reçu et il vous a dit non? C'est le seul qui, moi j'ai rencontré plusieurs fois François Hollande, Nicolas Sarkozy a reçu plusieurs fois les présidents, alors pas nécessairement les présidents de groupe, moi je suis président de groupe, ça peut être les présidents de parti, mais ils ne sont pas plus reçus. Et quand vous le rencontrez, Emmanuel Macron, je ne l'ai jamais rencontré. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais. Même pas une fois? Non, jamais. Jamais. Vous le regrettez? C'est sa décision, c'est pas la mienne. Vous avez des choses à lui dire en tout cas. Je pense que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on a tort sur tout.
on a été capable de faire des propositions, on le fait régulièrement. Sur chaque texte à l'Assemblée, on a d'ailleurs voté un certain nombre de textes parce que nous semblait les ordonnances sur le travail, les ordonnances sur le travail, mais ça n'est pas le seul texte. Il y en a d'autres que nous avons votés, donc on est aussi capable, à chaque fois que nous sommes en opposition, de faire des propositions, mais non, ils refusent tout. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure, vous n'avez pas encore répondu. Vous allez baisser les impôts, mais qu'est-ce que vous baissez comme dépenses en contrepartie? Je vous ai parlé des retraites. Oui, mais d'accord. Les retraites, c'est un système à part de protection sociale. Je vous parle des dépenses de l'État. On dit qu'il faut plus d'enseignants, qu'il faut plus de policiers. Vous le dites d'ailleurs dans votre programme. Alors, on supprime quoi? On peut restructurer les choses différemment. On va prendre quelques exemples concrets. D'abord, sur le statut de la fonction publique. Moi, j'avais fait cette proposition il y a longtemps. Vous étiez ministre de la fonction publique. J'étais ministre de la fonction publique. Et à ce moment-là, j'avais dit que l'emploi dans certains domaines de la fonction publique ne pouvait pas nécessairement être un emploi à vie. Je prends un exemple concret dans les collectivités. Moi, quand je recrutais, puisque avec l'interdiction du cumul des mandats, ça aussi, quelle erreur, quelle aberration de ne plus avoir un maire à l'Assemblée nationale, lorsque je recrutais un électricien, un plombier ou un peintre, il n'y a pas l'obligation qu'il soit engagé et qu'il pèse pendant 40 années sur le budget de la ville. Il peut très bien être recruté en CDI, ce qui permet à certains moments d'avoir de la souplesse pour là aussi pouvoir s'adapter aux situations. Plus de souplesse dans la fonction publique. Est-ce qu'il faut baisser des dotations, enfin des subventions, des allocations? On peut faire une réforme territoriale également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les communes, les intercommunalités, les métropoles, les départements, les régions... On peut supprimer les départements, par exemple? Il y a la possibilité, nous avions travaillé sur l'idée du conseiller territorial qui permettait effectivement que les mêmes élus siègent dans deux collectivités et de pouvoir regrouper un certain nombre de missions. Ça ne sera pas suffisant pour établir les équilibres. Écoutez, on peut aller très loin dans ce domaine. Aujourd'hui, par exemple, sur les compétences scolaires, vous avez les communes qui ont la compétence sur le primaire, le département qui l'a sur les collèges, le lycée qui l'a, la région qui l'a sur le lycée. On peut réfléchir à des services d'enseignement qui soient regroupés. Donc il y a des marges d'économie. Et encore une fois, reprenez les propositions qui sont faites. Et il y a 500 000 fonctionnaires en moins, disait François Fillon. 500 000 fonctionnaires en moins. Je pense qu'on peut. Soyons déjà à 300 000, ce qui avait été fait. Et ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, qu'il a aussi incapable de faire. Nous l'avons fait. La démonstration, elle a été faite. Le travail a été fait. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les engagements ont été tenus. Monsieur Macron, il parle, il ne tient aucun de ses engagements. Aucun. Contrairement à ce qu'il veut faire croire. En matière de dépenses publiques, il augmente plus que Hollande. Plus que Hollande. Alors, on va parler de les élus qui sont à Paris, les maires de France, qui sont en colère parce qu'ils ont l'impression d'être délaissés, d'avoir moins de dotation de l'État, d'avoir moins de moyens et en même temps plus de contraintes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il a passé 2 heures, le président de la République, avec eux hier à l'Élysée. Vous avez dû regarder et le discours et les questions-réponses. Vous l'avez trouvé convaincant. Beaucoup disent qu'il avait réponse à toutes les questions, quand même, assez techniques. Très suffisant. Le roi Soleil, il est là, autocentré. Je pense que il y a des organisations représentatives. On peut respecter les organisations représentatives. Vous savez, l'association des maires de France, elle rassemble les maires. Non, mais c'est le président de la République qui a pris cet engagement. Personne ne l'a pris, c'est lui. Avant-hier, à votre place, il y avait la ministre des collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Oui. Écoutez ce qu'elle disait de l'association des maires de France, dirigée par François Baroin. On l'écoute. L'association des maires de France, qui, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, dans une relation un peu difficile avec le gouvernement. Vous voulez parler de François Baroin, j'imagine. Je parle de François Baroin et de l'ensemble. Parce qu'il a d'autres ambitions, il pense déjà à 2022, vous François croyez Baroin, je ne sais pas à quoi il pense, je ne suis pas dans sa tête. À 2022, moi je vous le dis. Est-ce que l'AMF est une association politique avec des visées personnelles de François Baroin Absolument pas. Écoutez, soyons sérieux. Vous savez comment est composée l'AMF ? Le bureau de l'AMF, vous avez des maires socialistes, communistes, En Marche, sans étiquette. C'est ça. Pourquoi vous avez 80%, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près de cet ordre-là, des maires qui sont adhérents, quelle que soit leur sensibilité politique. Parce que justement, l'association des maires de France a toujours eu le souci d'être apolitique et d'être centré sur la ministre a l'air de dire l'intérêt. Oui, bon, enfin, écoutez les commentaires de Mme Gourault. On l'a vu dans d'autres circonstances, ils ne sont pas toujours heureux, ces commentaires. Mais revenons à ce qu'est l'Association des maires de France. L'Association des maires de France a un souci, l'intérêt
l'intérêt général, avec une immense majorité des maires qui sont des bénévoles, qui sont engagés au service de l'intérêt général. Donc si on veut vraiment la qualifier de politique, c'est vraiment avoir regardé les choses par le petit bout de la lorgnette. Ce duel-là qu'elle semble Wauquiez Baroin pour 2022, c'est vraiment pas un sujet. On peut rajouter Pécresse si vous voulez. C'est pas un sujet d'actualité, tout ça est assez ridicule. Aujourd'hui, ce qui compte, et c'est que le travail que nous faisons, c'est après une défaite qui était cinglante, qui a été la nôtre aux élections présidentielles et législatives. Mais après, vous trouvez ça légitime qu'il y ait un match à un moment donné? Ou forcément Wauquiez sera le candidat. Mais c'est dans 3 ans. Écoutez, honnêtement, mais ça se structure dès maintenant, vous le savez. Peut-être que ça préoccupe la presse, je veux bien le croire, et c'est normal, c'est votre métier. Simplement, ça n'est pas la préoccupation des Français. Et aujourd'hui, on est là pour répondre aux préoccupations des Français et donc d'apporter des réponses sur ce sujet du pouvoir d'achat. Et c'est ça le sujet qui doit nous animer et aucun autre. Alors, on a appris ce matin dans la presse qu'il y avait eu un dîner secret organisé mardi soir par Emmanuel Macron, à laquelle il avait convié Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et Laurent Hénart. Ça vous choque d'apprendre ça? Oui, et Pierre Moscovici aussi. Et Pierre Moscovici. Oui, et puis d'autres socialistes aussi. Vous parlez des gens de droite ou du centre-droit? Écoutez, c'est les petites combines. Ça amuse le président de la République. Vous voyez, sa place, ça serait plus d'être devant les maires de France plutôt que d'organiser ce genre de petit dîner entre soi. C'est une manière de fissurer encore plus à droite? C'est des petites combines. Ce que je regrette, c'est que le président de la République s'attache plus à essayer d'organiser des petites combines plutôt que de répondre aux préoccupations des Français. Vraiment, il n'est pas dans son rôle. Il faut quand même toujours partie de votre famille, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin? Je ne sais pas s'ils sont encore adhérents, je ne sais pas s'ils le sont, bien entendu. Moi, j'ai le plus grand respect pour les deux. J'ai été ministre de Jean-Pierre Raffarin, j'ai été militant RPR avec Alain Juppé, qui était le secrétaire général du RPR. Bon, maintenant, de là à réfléchir avec Pierre Moscovici, essayer de monter, je ne sais pas quelle opération, je pense. De toute façon, écoutez, on a perdu les présidentielles. Si le projet d'Alain Juppé avait pu rassembler les Français, on l'a tous souhaité de tout notre cœur, il serait aujourd'hui président de la République. Ça n'est pas le cas. Bon. Donc, il faut construire une autre hypothèse, un autre projet, et c'est ce à quoi nous employons. Alors, j'imagine qu'ils ont parlé d'Europe. Parce que là, pour le coup, l'élection européenne, c'est demain, c'est fin mai. Votre position, votre ligne européenne, c'est important. C'est quoi? On verra votre tête de liste qui ou laquelle? Au-delà de la tête de liste, le travail que nous faisons, nous le faisons au sein de l'Union européenne, au sein du PPE, qui est le Parti populaire européen. Vous êtes européen, totalement, qui rassemble l'ensemble des partis de droite et de centre-droit de l'Union européenne, et donc nous travaillons. Mais aussi le hongrois Orban. Oui, bien sûr, mais aussi Madame Merkel, mais aussi la CDU, aussi le Parti populaire espagnol et tous les partis de droite et de centre-droit de l'Union européenne. Donc nous travaillons sur un projet qui puisse rassembler, qui soit porté par les 27 pays de l'Union européenne, les partis de droite et de centre-droit. Et ce qui nous permettra, au moment des élections européennes, de pouvoir présenter un projet en disant voilà ce que nous sommes capables de mettre en application sur les sujets de l'immigration, sur la lutte contre le terrorisme, sur la préférence européenne, quand M. Macron est totalement isolé. Voter pour un député européen En Marche, c'est un vote qui ne sert à rien. Autant mettre son bulletin à la poubelle. Il siégera dans quel groupe? Avec quelle majorité? Avec personne, il est seul. On vous voit enflammé, ça sera le prochain baromètre politique, fin mai, les élections européennes. Merci Christian Jacob, on retrouve tout de suite.